Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième cours. Et merci à la technique, Francisco, Bruno, Margot, la merveilleuse équipe du Collège de France et ceux qui nous aident aussi à transmettre la totalité de ces cours vers l'extérieur, vers vous qui êtes derrière vos écrans et qui n'êtes pas en salle. Mon cours s'est un peu transformé au fur et à mesure. C'est le phénomène du processus que je décris souvent dans ce cours. La quatrième séance est donc réintitulée autrement. J'ai introduit les notions de raréfaction, de consolidation et d'augmentation, et je vais en faire usage dans le deuxième tiers du cours et le troisième, vous allez voir, en parlant de l'œuvre, de sa biographie, au prisme de l'édition. Et j'espère pouvoir terminer sur une petite discussion sur les conséquences pour caractériser non pas simplement l'auteur. Il était question que l'auteur soit mort dans les années 1970-80 à la faveur des élans structuralistes. Et Foucault avait écrit un texte assez prémonitoire pour dire « Attendez, l'auteur est peut-être mort, mais il n'est pas le seul. L'œuvre elle-même, où en est-on au juste ?» Eh bien, vous allez comprendre de quoi il s'agit, et j'espère pouvoir présenter rapidement à la toute fin le texte de Foucault. Mais si je ne le fais pas, je vous y renvoie de toute façon. Le deuxième cas que je voulais vous présenter pour achever le cycle de présentation de ce que j'appelle les œuvres matricielles, c'est le cas de l'opéra de Richard Wagner, Tannhäuser, qui a été créé en octobre 1845 à Dresde. Richard Wagner était à ce moment-là le maître de chapelle, comme on dit, ou le chef d'orchestre à l'opéra de Dresde. Et cet opéra a été créé sous sa direction. En fait, cet opéra a été constamment retouché par Wagner. À peu près chaque fois qu'il a été directement impliqué dans la production de l'œuvre sur scène, il l'a modifié, et souvent d'exécution en exécution, dans une série. Et à tous égards, cette œuvre fait exception dans la production wagnérienne parce que Wagner a rarement révisé ses œuvres quand elles étaient écrites. Une liste complète des changements, à commencer par ceux qui ont été entrepris dès le lendemain de la première à Dresde en octobre 1845, serait en fait très longue à établir. Il est assez courant que les compositeurs ayant l'expérience de la production sonore de l'œuvre fassent des transformations ensuite pour corriger ce qui ne va pas, etc. Et je ne parle pas ici de tout ce qu'a été le monde lyrique dans l'Italie du premier 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, où les œuvres étaient constamment transformées pour être ajustées à la distribution, aux conditions d'exploitation du théâtre, aux exigences des chanteurs, des impresarios, etc. Non, ici, c'est autre chose, mais en tout cas, l'œuvre symphonique est souvent transformée par le compositeur, mais pas de manière répétée et systématique. Or, ici, on a un cas différent. Au cours des 18 exécutions de l'œuvre à Dresde entre 1845 et 1848, Wagner a, par exemple, envisagé 2 fins différentes, 3 versions du prélude de l'acte 3 et au moins 2 versions du fameux solo du cor anglais de l'enfant berger de l'œuvre. Et ceci a duré jusqu'aux performances que Wagner supervisa lui-même au théâtre de la cour de Vienne en 1875. Donc vous voyez, 30 ans. 30 ans de rumination, de remaniement, de transformation. Et si on voulait établir un comptage d'un certain nombre de ces révisions, on pourrait aller jusqu'à beaucoup plus que 30 rubriques, y compris l'ajout de scènes entièrement nouvelles, ou encore, c'est un autre plan, mais la traduction du livret en français, etc. L'opéra, d'ailleurs, quand il a été traduit et présenté à Paris, a été un cas célèbre de scandale qui a à la fois plombé les finances de Wagner, mais aussi assuré sa gloire internationale en raison même du scandale, puisque le Jockey Club, les membres du Jockey Club exigeaient que le ballet
ne soit pas donné au premier acte, mais plus tard dans l'œuvre, parce qu'ils voulaient avoir le temps d'avoir fait leur visite et leurs hommages aux petites protégées du ballet, comme on le faisait parfois ou souvent, dans les rituels mondains et sexuels mondains, enfin bon. Bref, et ces membres du Jockey Club arrivaient généralement après le dîner et voulaient voir le ballet plus tard dans l'œuvre. Et Wagner a résisté, a dit non. Et donc les habitués ont sifflé et ça a fait un scandale retentissant, puisque Wagner était déjà connu internationalement et il en a à la fois pâti et bénéficié. Mais tout ça s'est passé à Paris. Et il y a une célèbre version de Paris qui est connue, qui est aussi une version dans laquelle Wagner a fait des remaniements, mais pas ceux que voulait ce public des membres du Jockey Club. Wagner a commenté abondamment toutes ses œuvres lyriques et leur réception publique, mais Tannhäuser fut l'objet de plus de commentaires de sa part que n'importe quelle autre de ses œuvres. Et c'est aussi la seule œuvre que Wagner a déclarée inachevée. John Deatherage, qui est l'éditeur du Wagner Verzeichnis, du catalogue de ses œuvres complètes, avec d'autres collègues, mais c'est lui le maître d'œuvre. C'est un musicologue d'Oxford, très savant sur le cas de Wagner, a montré ou a noté que dans un livre qu'il a écrit sur Wagner, il en a écrit plusieurs, mais dans celui dont j'extrais cette citation, au cours de ces dernières années, dit Deatherage, Wagner exprima à Cosima son intention de retravailler en profondeur Der Fliegende Holländer, le Hollandais volant, ou le vaisseau fantôme, comme on l'appelle aussi en français, et lui a confié également l'année de sa mort, dans un mot qui est devenu très célèbre, qu'il devait encore au monde Tannhäuser. C'est dans le journal de Cosima Wagner de 1883, donc l'année de la mort de Wagner. Cosima note, il dit qu'il doit encore au monde Tannhäuser. Donc 1845-1883, vous voyez, 38 ans se sont écoulés et pourtant l'œuvre reste présente dans l'agenda de travail de Wagner. Et après tout le travail qu'il avait produit pour réviser cet opéra sur une période d'au moins 30 ans. En fait, si je vous cite ce cas, c'est parce que l'œuvre a servi de matrice pour bon nombre de ses opéras ultérieurs, tout particulièrement pour essayer de reconstruire un équilibre qu'il recherchait entre les forces spirituelles et les forces sensuelles dans les personnages de certaines de ses œuvres ultérieures. Ça a été très bien étudié, notamment par Jean-Jacques Nattier, dans les ouvrages qu'il a consacrés à Wagner. Et les thèmes clés de Tannhäuser sont, pour ceux qui connaissent l'opéra, l'opposition entre l'amour sacré et l'amour profane, ainsi que la rédemption par l'amour, un thème qui traverse l'ensemble de l'œuvre de Wagner. Et à vrai dire, le livret de Tannhäuser constitue une sorte de dictionnaire des idées, des drames passés, il en injecte à partir de ce qu'il avait déjà fait, et aussi futurs de Wagner, un recueil ou une sorte de corne d'abondance de ses thèmes les plus obsessionnels. Ce drame parfait, c'est ainsi qu'il l'a décrit à sa femme Cosima en 1882, présentait en fait une multitude de ressorts qu'il avait appris de ses modèles français et allemands antérieurs, à savoir les renonciations, la malédiction, une mort d'amour et une transfiguration, une rédemption, une compétition de chant, des transformations magiques tant du décor que des solutions scéniques. Et il y avait aussi des thèmes plus substantiels, l'examen de la fonction sociale et du contenu de l'art, les pénalités encourues pour avoir abjuré l'amour fidèle, ça c'est le héros, le conflit entre un outsider progressiste, encore une fois le héros, et la société conformiste. Wagner allait créer plus tard des drames entiers à partir de ces éléments embryonnaires. Pensez à Tristan, au maître chanteur, et à beaucoup d'œuvres, Parsifal aussi, bien sûr. Et Boulez, qui n'a pas dirigé Tannhäuser, mais qui connaissait son Wagner extrêmement bien, et de mieux en mieux au fur et à mesure que sa carrière s'est développée, j'y reviendrai la semaine prochaine, déclarait « Ce que je trouve intéressant dans Tannhäuser, c'est d'y trouver une bouffée de Tristan ». C'est dans les entretiens qu'il a eus avec Jean-Jacques Nattier dans un ouvrage dont je ferai état à nouveau sur la pensée de Pierre Boulez à travers ses écrits. Et de fait,
comme Boulez l'a aussi fait remarquer à propos de la période passée par le compositeur comme chef d'orchestre à la Staatskapelle de Dresde, où l'œuvre a été créée. Donc il y a été chef entre 1843 et 1849, donc en moins de 7 ans, Wagner a planifié l'essentiel de son œuvre. Le vaisseau fantôme, Tannhäuser, Lohengrin, qui furent achevés et joués à ce moment-là, les drames du Ring, plus tard donc, et les maîtres chanteurs, qui furent l'objet de recherches et d'esquisses de leur argument. Le potentiel de Parsifal et de Tristan est également noté à ce moment-là. Et donc, dans ce processus, Tannhäuser occupe une position pivot. Wagner lui reconnaît en quelque sorte un caractère matriciel, comme je l'appelle, en réalisant l'importance de tout le matériel thématique qu'il avait produit pour cette œuvre et en le conservant, ce matériel, comme un modèle viable pour sa production future, même s'il donnait à sa création, à partir des années 1850, une toute autre orientation avec le début du travail sur le Ring, ce qu'on appelle en français la tétralogie, et sur Tristan. Il faut aussi préciser que les conditions matérielles de production de cette œuvre laboratoire étaient très spécifiques. Tannhäuser fut important pour Wagner parce que ce fut aussi la première œuvre entièrement conçue et décrite durant le temps de sa position salariée de maître de chapelle à Dresde, une période assez schizophrénique de relative sécurité et aussi de gloire naissante pour ce qui concernait son existence matérielle, mais aussi d'efforts et de potentiel soulèvement révolutionnaire dans sa vie artistique. Je vous rappelle que Wagner, dans ce séjour dresdois, a connu ce qui a été un grand soulèvement en Allemagne. Wagner s'est engagé avec les milieux anarchistes. Dans les États allemands indépendants de l'époque, un mouvement nationaliste commençait en effet à faire entendre sa voix et réclamait davantage de liberté ainsi que l'unification de la nation allemande. Et Wagner, qui mit beaucoup d'enthousiasme dans cet engagement politique, reçut d'ailleurs fréquemment des visites comme celle de Bakounine, l'anarchiste russe. Mais le mécontentement contre le gouvernement saxon de Dresde entra en ébullition en 1849, quand le roi Frédéric Auguste II de Saxe décida de dissoudre le Parlement et de rejeter la constitution que le peuple lui présentait. Donc une insurrection eut lieu, et Wagner lui-même y participa en étant sur les barricades, mais la révolution fut écrasée et Wagner, qui était l'objet d'un mandat d'arrêt de la police de Dresde, prit la fuite et se réfugia d'abord à Paris, puis à Zurich, où il resta en Suisse pendant un certain nombre d'années. Donc il avait à la fois du confort, mais aussi des idéaux révolutionnaires. C'est une personnalité très complexe, Wagner. Son antisémitisme était la farce la plus sombre et la plus durablement sombre de sa carrière. J'y ai consacré un long article dans le sillage d'un livre superbe de Jean-Jacques Nattier sur Wagner antisémite, mais la personnalité de Wagner est suffisamment complexe pour que, évidemment, elle intrigue beaucoup. En tout cas, à Dresde, à ce moment-là, il avait à la fois une position solide, mais il l'a perdue à la faveur de ses idéaux et de ses engagements révolutionnaires. Donc, on peut dire aussi qu'il avait le courage de ses opinions. La sécurité, c'était notamment que Wagner pouvait avoir accès à tous les outils d'un compositeur dramatique au travail, une scène, des musiciens, des chanteurs salariés disponibles, des commandes pour réaliser ses œuvres. Voilà, donc quand il parle en 1860 de cette œuvre, il explique à Mathilde Wesendonck, qui a été une de ses grandes passions, pourquoi il devait réécrire certaines scènes clés, par exemple la scène du Venusberg au début de l'opéra, telle qu'il l'avait conçue à Dresde. Et il écrit « Je n'étais pas encore capable de faire la sorte de chose qui est nécessaire ici, c'est maintenant seulement ». Donc 1860, c'est la maturation dans les années où il conçoit Tristan. C'est maintenant seulement que j'ai écrit la transfiguration finale d'Isolde, que je suis devenu capable de trouver la fin appropriée de l'ouverture du vaisseau fantôme et des terreurs du Venusberg. Donc ce travail sur cet opéra est saturé d'informations. Il est à la fois matriciel, puisqu'il produit des éléments et des matériaux pour la suite, et qu'à la faveur de
l'exploitation de ces matériaux, Wagner fait retour sur la matrice et se dit il faut que je l'améliore. Mais peut-être qu'elle n'est pas améliorable en elle-même parce que le flux des œuvres qui en sont extraites et des idées qui en sortent est en quelque sorte ne permet pas de stabiliser une œuvre matricielle. C'est un des thèmes que je pense utile à méditer à propos de ces exemples à la fois très particuliers et en même temps hautement symboliques dans la carrière d'un certain nombre de créateurs, en tout cas ceux que j'examine. Le troisième cas que je voudrais présenter, après avoir déclaré, oui, j'ai oublié de vous présenter cette diapositive sur le journal, mais j'ai dit l'essentiel dans vos commentaires. Le troisième exemple, c'est le cas de, puisque je vais changer de registre, je ne vais pas me maintenir simplement dans les arts savants ou voilà, les sphères de la culture parfois un peu raréfiée de l'opéra en termes sociaux, je veux dire, mais je vais vous parler de Tolkien, un auteur fameux, et d'un roman, le Silmarillion, qui est beaucoup moins connu que les deux romans, ou le roman et le cycle, pour lequel il a atteint une gloire mondiale, c'est-à-dire le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Et pour faire cette mise au point sur le caractère matriciel d'un texte qui ne sera lui-même que très très peu connu, le Silmarillion, j'ai bénéficié de l'aide de Colin Marchica, qui est mon ingénieur statisticien ici au Collège de France et qui est aussi un passionné de littérature et de certaines littératures qui ont des relations avec l'œuvre de Tolkien. Tolkien, je vous le rappelle d'un mot, c'est un universitaire anglais qui d'abord a été étudiant à Oxford, puis lecturer à Leeds, et ensuite il est revenu à Oxford comme professeur de philologie essentiellement à partir de 1925 jusqu'à sa retraite en 1959. Et il a donc une production académique relativement modeste mais de qualité, dit-on, ceux qui sont les spécialistes du domaine en tout cas. Une production littéraire de son vivant, des best-sellers que j'ai nommés à l'instant, mais je vais y revenir, et puis la mise en forme et sur le marché de toute une collection de textes qui est faite de notes, de brouillons, voire de rebuts qui ont été publiés par son fils Christopher, celui qui est gérant des intérêts des ayants droit de son père, donc lui-même, ses frères et sœurs et descendants. Bon, vous connaissez tous le succès planétaire de la saga du Seigneur des Anneaux et de la saga parente Le Hobbit, qui sont toutes les deux dues au cinéaste Peter Jackson. Tout ça est arrivé entre 2001 et 2003, puis 2012 et 2014. Et on connaît aussi, à partir de là, les œuvres dont ces films sont sortis et qui ont été relancés. Et le succès éditorial de Tolkien a atteint des dizaines de millions d'exemplaires à la faveur de ses sorties et de ses productions cinématographiques. De son vivant, Tolkien a publié principalement les textes suivants. Je vous donne ici la liste. Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, The Fellowship of the Ring, la communauté des Anneaux, c'est-à-dire les 3 volumes qui font partie de la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis un volume beaucoup plus tardif, The Adventure of Tom Bombadil, qui est un recueil de nouvelles. Mais voilà, ça c'est la production essentiellement pour laquelle il est connu de tout le monde, des profanes, je dirais. Comme vous savez, le Hobbit est une exploration de ce qu'on appelle l'univers de la Terre du Milieu. Et ce livre, qui est paru en 1937, était le produit de recherches et de travaux d'écriture que Tolkien menait depuis une vingtaine d'années. Et l'origine de ce premier roman réside dans la première entreprise d'écriture fictionnelle de Tolkien, qui est le Silmarillion.
on trouve des matériaux de cette création romanesque à la fois dans le Hobbit et puis plus complètement développés encore dans le Seigneur des Anneaux, qui constitue, comme peut-être vous le savez si vous avez vu le livre ou lu le livre ou vu les films, une sorte de combinaison de philologie, de contes et de sagas islandaises et finlandaises. Et on trouve d'ailleurs aussi, un rapport qu'on peut faire avec Wagner, le thème de l'anneau unique, l'anneau qui gouverne le monde et qui trompe son porteur, ou qui précipite la chute de son porteur. Ce thème qui est présent dans le cycle des Nibelungen, qui est une saga germanique médiévale qui a été reprise par Wagner. Tolkien ne sera pas entièrement d'accord avec la reconnaissance de cette influence, mais on la voit évidemment. On discerne ici des parentés entre ces projets artistiques tirés de fonds mythologiques et qui tous traitent de la jeunesse du monde. Je veux dire que Wagner ou Tolkien, je ne vais pas les mettre sur le même plan, mais il y a néanmoins des parentés. Des fonds mythologiques qui traitent de la jeunesse du monde, des rivalités de pouvoir, des ambitions de domination, de l'opposition entre différentes catégories d'êtres, des nains, des elfes, des divinités ou des quasi-divinités, des humains fragiles ou conquérants ou tristement brutaux. L'œuvre, c'est celle qui m'intéresse ici, qui a servi d'atelier ou de matrice à la production des matériaux romanesques des deux romans les plus célèbres de Tolkien, n'a été publiée qu'après la mort de Tolkien en 1977 par son fils Christopher, avec l'aide d'un co-auteur, d'un co-éditeur, Guy Kay. Ce texte, tel qu'il a été publié, retrace la genèse et les premiers âges de cet univers de la Terre du Milieu, qui est précisément le cadre des romans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Là, on a la genèse de cette œuvre-là, puisqu'on sait que Tolkien a commencé à écrire à la fin des années 1910 des histoires sur un passé imaginaire, incluant des elfes et des fées, dans ce qu'il appelait The Book of the Lost Tales. Donc c'est une sorte d'antécédent du roman matriciel. Et il en résulte une trame narrative plus ou moins cohérente qui devient le fondement de ce futur Silmarillion. Il abandonne ensuite les Lost Tales, donc quand on a un atelier de travail, on a la possibilité de bifurquer et d'abandonner, mais les récits conservent leur forme quand il commence à partir des années 20 à les incorporer dans 2 longs poèmes narratifs. Et pendant les 15 années qui suivent, Tolkien produit de nombreuses versions de son cycle mythologique dans différentes formes et conceptions. Donc, il s'acharne dans son atelier à mettre au point une œuvre, ce qui devrait être une œuvre, ou qui aurait les contours d'une œuvre, en différentes versions. Et c'est au cours de ce processus que le fameux Silmarillion émerge en tant que recueil ou collection d'histoires mythologiques, mais sans être publié en l'état, car Tolkien, qui est pris par l'écriture, puis ensuite par la publication, puis le succès des romans, qui trouvent leur origine dans ce premier travail matriciel, ne travaillera à ce premier roman que de manière très discontinue, et jusqu'à sa mort en 1973, mais sans aboutir à une version finale. On ne connaîtra dans les années 30 que des versions intermédiaires de ce qu'on appelle le Kenta Silmarillion. Et on a ici le chantier de l'œuvre. Je vous la décris en détail. Cet extrait de l'excellente notice Wikipédia, qui est une belle encyclopédie, il faut le dire, et qui décrit très bien le processus, puisqu'il a été bien documenté. On a donc ce fameux Kenta Noldvarinva, il s'agit du Silmarillion achevé par Tolkien, qui entreprendra ensuite une version intitulée Kenta Silmarillion, mais qui ne dépassera pas le milieu de l'histoire de Turin, etc. Donc cette œuvre-là n'évolue plus, et elle est en quelque sorte figée
mais on a néanmoins exactement le processus que je décrivais antérieurement pour Rodin et pour Wagner. On a une œuvre qui est imparfaite en elle-même ou inachevable en elle-même, mais qui est matricielle, mais qui est obsessionnelle dans l'esprit de l'auteur, puisqu'il veut y revenir néanmoins. Il ne va pas simplement reconnaître que c'est une matrice qui en elle-même n'a pas de valeur, mais il veut en faire quelque chose. Il y revient, il y revient, il y revient. Donc c'est à nouveau le syndrome de la matrice inachevable, et certainement inachevable, mais extrêmement génératrice de matériaux. Simplement, quand on produit beaucoup de matériaux et qu'on accède à la gloire, eh bien, ceux qui viennent ensuite, ou qui sont ses contemporains ou ses successeurs, et d'abord ses légataires, légataires exécuteurs testamentaires, exécuteurs littéraires, s'intéressent évidemment à tous ces matériaux. C'est un processus classique. La gloire, c'est la raréfaction, c'est l'accès à un niveau d'estime et de réputation qui est rarement atteint. Mais une fois qu'on l'atteint, évidemment, on engendre autour de l'intérêt qui est porté à vous-même tout un halo d'interrogations. Mais qu'y a-t-il exactement dans l'atelier d'un tel auteur? Et c'est ce qu'a fait son fils, Christopher Tolkien, qui a été fouillé dans cet atelier de l'auteur, de John Ronald Reuel Tolkien, comme il s'appelle, et qui a exploité littéralement tout ce qu'avait laissé son père, et édité tout ce qui est relié notamment au grand projet de Silmarillion. Donc on a ici, c'est Colin qui l'a établi, la liste de toutes ces productions, et je vous donne juste le bilan final, qui est assez spectaculaire. Tolkien, de son vivant, a publié une œuvre qui couvre à peu près 1600 ou 1700 pages, mais son fils Christopher a fait éditer, au titre de l'œuvre inachevée ou de la totalité des matériaux du chantier, quelques 6000 à 6500 pages au total. Je ne pense pas que Peter Jackson ira jamais regarder tout ça. Il s'est essentiellement intéressé au cœur de ce qui a été produit et clos par Tolkien, mais le fils de Tolkien, lui, est allé regarder et a engendré une production de textes dans des états extraordinairement variés, qui sont parfois des simples brouillons, des notes ou des versions alternatives, etc. Mais tout ça a été publié. Donc c'est l'effet de halo de la gloire, évidemment. Donc vous voyez ici que c'est une mine de matériaux qui est exploitée, et c'est le sort possible de ces œuvres matricielles qui engendrent une surabondance de matériaux dont la valeur et l'intérêt sont ensuite requalifiés après coup dans le sillage des œuvres qui leur doivent leur propre naissance, et requalifiés ici par un fils activement légataire et entreprenant. Je n'ai pas le temps de développer, mais j'aurais pu aussi vous citer le cas de Mozart. Peut-être que j'y reviendrai un jour dans un cours du collège, mais qui est assez fascinant aussi à partir de deux ouvrages formidables sur la manière de travailler de Mozart de Ulrich Konrad, et un livre de Christopher Wolff qui s'intitule Mozart at the gateway of his fortune, qui démonte la mythologie sur Mozart malheureux, endetté, etc., qui montre que Mozart avait une carrière qui était ascendante, spectaculairement ascendante, et qu'au fur et à mesure que cette carrière devient ascendante, sa manière de travailler change, parce qu'il se constitue littéralement un ensemble de matériaux sur les projets qu'il a en cours, pour pouvoir y revenir et produire, et faire des essais, des tentatives, et il laisse beaucoup d'œuvres à ce moment-là, enfin un certain nombre de fragments, de morceaux inachevés, qui montrent que c'est presque un changement de comportement qui lui est permis par une position plus sûre dans son travail, quand il devient un des compositeurs salariés de la cour de Vienne,
et qu'en outre, sa gloire le pousse à tenter des travaux qui sont plus sophistiqués en termes d'écriture, et d'écriture assez savante, notamment contrapuntique. Donc le comportement à ce moment-là est très caractéristique, c'est qu'il a toutes sortes de lignes de travail, comme je l'ai dit à propos de mon analyse des Network of Enterprises, dans le sillage de ce qu'écrivait Howard Gruber, et pour les assurer, pour les maîtriser, il a besoin de se constituer des stocks de matériaux et de faire des essais-erreurs, et donc de se constituer une sorte de matrice de travail, là encore, qui n'a pas le même caractère que ce que je viens de décrire ici, mais qui est aussi un exemple de cette façon de travailler. Et c'est très contre-intuitif dans le cas de Mozart, puisqu'on dit toujours que Mozart écrivait ou pensait les œuvres plus vite qu'il n'arrivait à les écrire. Ça n'est pas entièrement vrai du tout. Il avait une très grande facilité, c'est vrai, mais à un moment donné, la manière change. Et en soi, c'est tout à fait passionnant. Je vais donc clore ici l'exploration de ces types matriciels, ces cas matriciels. Je vais revenir à ma typologie des 5 cas que je vous avais présentés, qui étaient engendrés à partir de 2 variables, contrôle et incertitude, dans le travail des créateurs et des créatrices. Dans les 2 derniers cas que j'ai présentés la semaine dernière, les cas numéro 4 et 5, l'œuvre ne connaissait pas d'inachèvement par incomplétude, car l'interruption volontaire ou involontaire était la coupure d'un flux indéfini. Dans le premier cas, qui était le cas de contrôle recherché sur la production de l'œuvre à partir d'un principe assez simple, l'achèvement était en principe programmable, et donc si inachèvement il y avait, en toute logique, cet inachèvement devait consister en un déficit qui pouvait toujours être comblé par un exécutant suppléant, en quelque sorte. Mais dans les 2 cas, les types 2 et 3, qui ont été plutôt au cœur de ma présentation, la composition de ces forces de contrôle ou de ces variables de contrôle et d'incertitude agit directement et puissamment, et d'une toute autre manière que dans les types 1, 4 et 5. Je voudrais brièvement en déduire une implication double qui fait retentir le vocabulaire du contrôle et de l'incertitude sur un autre plan, celui de l'évaluation et de l'auto-évaluation, pour qualifier dans un vocabulaire commun le comportement des créateurs et la perception qu'a le public des œuvres qui sont ainsi produites. L'argument que je vais développer est le suivant. La valeur de ce qui apparaît être la réussite d'une œuvre, ou au moins sa conduite à bonne fin, est toujours double. La facture de l'œuvre était imprévisible, et d'une certaine manière, c'est la signature de l'originalité, et la signature de l'originalité, c'est la surprise, qui est une valeur cardinale, considérablement estimée par notre culture, comme je l'ai déjà dit. Donc, la facture était imprévisible, et j'ai déjà parlé des coefficients d'aléa. Et pourtant, telle qu'elle se présente, l'œuvre achevée impose un caractère d'inévitabilité, au sens où elle paraît ne pas pouvoir être autrement qu'elle est. Alors, il est possible de résister à ce jugement de nécessité ou d'inévitabilité, mais quand on y résiste, on transfère simplement l'argument à un autre plan, celui du work in progress. Vous verrez ce principe-là à l'œuvre très puissamment dans le cas de Boulez qui nous occupera la semaine prochaine. Lui dit ce qui est inévitable, c'est que je dois faire travailler mon œuvre comme un vaste processus de work in progress, et même si des œuvres particulières sont inachevées, la nécessité elle est dans ma manière de travailler, et donc l'inachèvement n'est pas un facteur aléatoire, c'est en fait une arche complète de travail. Donc on peut résister à l'argument de nécessité, mais on voit que c'est en fait un jeu avec les plans de travail. En revanche, il est à peu près impossible
de ne pas souscrire à l'argument de l'imprévisibilité. Et dans les cas 2 et 3, qui sont les cas centraux de ma typologie, vous l'avez compris, car les processus de travail dont on a la documentation nous révèlent ce coefficient de tâtonnement et de variabilité dans les choix et dans les décisions et les bifurcations et toutes les traces matérielles que contiennent les dossiers génétiques des œuvres. Impossible donc de ne pas souscrire à cet argument de l'imprévisibilité, sauf quand on veut défier la logique créatrice et proposer une sorte de contre-modèle, comme a voulu le faire Edgar Poe. Ici, je le cite dans un fameux essai qui s'appelle The Philosophy of Composition, qu'il a publié en 1846 et dans lequel il veut expliquer comment il a écrit son fameux poème, qui a été un des poèmes qui a assuré sa gloire, notamment avec, en anglais c'est The Raven, et l'autre poème qui a également assuré sa gloire, c'est Le Scarabée d'or de Goldberg. Donc ces deux œuvres ont été des très très grands succès et assez rapides. Et Poe a voulu expliquer comment il a écrit The Raven. C'est l'objet de cette Philosophy of Composition. C'est une affaire qui est très connue dans le milieu littéraire et assez vite à son époque. Dans cet essai, il commente son poème. Je donne ici le détail je vais vous commenter tout ça, mais Baudelaire a traduit une partie de l'œuvre de Edgar Poe. Il avait une admiration très importante pour Edgar Poe, mais il a aussi traduit cet essai sous le titre La genèse d'un poème. Et dans cet essai, Edgar Poe commente le poème en prétendant l'avoir composé d'un bout à l'autre par une suite de déductions rigoureuses et a priori sur les meilleures inventions et effets possibles en poésie. Et donc, s'il dit avoir pu entièrement calculer tout son travail de composition et pouvoir se faire l'analyste généticien hautement rationnel et absolument lucide de son travail créateur, une sorte de rêve que font tous les créateurs pour se faciliter la tâche, trouver enfin l'équation de mon travail dans lequel je peine tant. Si j'ai l'équation de la réussite, je suis sauvé. Eh bien, si donc Edgar Poe dit avoir pu calculer tout ça, c'est bien sûr pour prétendre démontrer qu'il n'existe ni hasard, ni inspiration, et que l'inspiration poétique est une sorte de mythologie ou un aveu de faiblesse ou d'impuissance créatrice. C'est un texte qui a fasciné beaucoup d'écrivains et de créateurs parce qu'il paraissait faire entrer le lecteur dans le laboratoire de la création littéraire et la fascination qu'il pouvait exercer tenait certainement à deux motifs. Premièrement, le poème était un très grand succès littéraire et donc Poe semblait livrer la clé du succès, un sujet qui intéresse beaucoup de monde et qui intéresserait beaucoup les industriels de la culture, qui se donneraient moins de mal à parier sur tant d'artistes pour essayer d'obtenir quelques succès. Et d'autre part, Poe, dans ce texte, expliquait que la méthode de composition, comme je l'ai dit, est le produit d'un calcul de part en part très contrôlé. Donc le facteur de contrôle est complet et le facteur d'incertitude est nul. Alors Baudelaire, donc grand admirateur d'Edgar Poe, tout comme le sera Mallarmé un peu après, a traduit ces poèmes de Poe, et Mallarmé lui-même d'ailleurs aussi, qui en donnera une propre traduction plus tard dans une édition qui comporte des eaux fortes d'Édouard Manet. Donc vous voyez, il y a du monde et du beau monde autour du cas d'Edgar Poe. Donc Baudelaire a publié la traduction de cet essai Philosophy of Composition sous le titre Genèse d'un poème. Et je vous donne ici des extraits de l'introduction que Baudelaire a écrite, où il examine, il est vrai avec suspicion, ou même avec ce qu'on peut appeler une sorte d'ironie complice, cette opération d'auto-analyse à laquelle se livre Poe et avec cette revendication de contrôle absolu. Baudelaire y voit, comme il dit, un peu de charlatanerie.
je vous lis le texte où je vous donne l'argument. La poétique est faite d'après des poèmes. Voici un poète qui prétend que son poème a été composé d'après sa poétique. Il avait certes un grand génie et plus d'inspiration que qui que ce soit, si par inspiration on entend l'énergie, l'enthousiasme intellectuel et la faculté de tenir ses facultés en éveil. C'est une jolie manière de requalifier l'argument de l'inspiration. Mais il aimait aussi le travail plus qu'aucun autre. Il répétait volontiers, lui, un original achevé, que l'originalité est chose d'apprentissage, ce qui ne veut pas dire une chose qui peut être transmise par l'enseignement. Si je devais commenter ce texte, c'est une sorte de quintessence de toutes sortes de débats qu'on a trouvés ensuite. C'est le génie, ça n'est jamais produit simplement par l'enseignement, et on ne peut pas transmettre par l'enseignement. C'est ce que dit Kant lui-même. Le génie peut être un exemple, mais il n'est pas produit par le simple extrapolation de ce qu'il a appris antérieurement, sinon il ne produit aucune surprise. Et en même temps, l'argument, c'est de dire, avec suffisamment d'efforts, on va y arriver. Ça, c'est un thème qui a été au cœur de débats dont j'ai un peu parlé dans un cours antérieur sur le thème du talent. Est-ce que le talent, ce sont des caractéristiques singulières qui ne peuvent pas être produites et qui font la coefficient de singularité d'un certain nombre d'individus pour toutes sortes de raisons, une combinaison de facteurs ou des mécanismes de loterie génétique et de croisement de facteurs à la fois génétiques et d'environnement ou de facteurs sociaux, d'environnement, d'éducation, de milieu familial, etc. Ou est-ce que c'est simplement le produit d'une quantité d'efforts astronomiques qu'on applique, et dans ce cas-là, tout le monde pourrait en quelque sorte accéder à une réussite supérieure moyennant un effort inhabituellement élevé. C'est ce qu'on appelle la question de l'expertise et de la pratique délibérée de l'effort pour atteindre l'expertise. C'est un courant qui a été très, très développé dans la psychologie du sport notamment, mais aussi des arts, pour dire chacun peut devenir virtuose s'il y met suffisamment d'efforts. Donc ici, Baudelaire le décrit très bien à propos d'Edgar Poe en disant, voilà, est-ce que Edgar Poe nous livre sa bonne équation du travail s'est-il fait par une vanité étrange et amusante, beaucoup moins inspirée qu'il ne l'était naturellement? A-t-il diminué la faculté gratuite qui était en lui pour faire la part plus belle à la volonté? C'est vraiment un texte magnifique. Je serais porté à le croire, quoique cependant il ne faille ne pas oublier que son génie si ardent et si agile qu'il fut était passionnément épris d'analyse, de combinaison et de calcul. Oui, c'est quelqu'un qui avait cette tournure d'esprit-là typique. Un de ses axiomes favoris était encore celui-ci: tout dans un poème comme dans un roman, dans un sonnet comme dans une nouvelle, doit concourir au dénouement. Un bon auteur a déjà sa dernière ligne en vue quand il écrit la première. Et Baudelaire continue, grâce à cette admirable méthode, le compositeur peut commencer son œuvre par la fin et travailler, quand il lui plaît, à n'importe quelle partie. C'est une sorte de version superstructurale. Les amateurs du délire seront peut-être révoltés par ces cyniques maximes, mais chacun en peut prendre ce qu'il voudra. Il sera toujours utile de leur montrer quel bénéfice l'art peut tirer de la délibération. C'est un mot qui sera repris dans cette psychologie dont je vous ai parlé, notamment par Erickson, et de faire voir aux gens du monde quel labeur exige cet objet de luxe qu'on appelle poésie. Donc vous voyez le télescopage des facteurs, des gens du monde, le labeur, l'objet de luxe et la poésie. C'est un régal pour un sociologue des arts. Après tout, un peu de charlatanerie est toujours permis au génie, et même ne lui messiez pas. C'est comme le fard sur les pommettes d'une femme naturellement belle, un assaisonnement nouveau pour l'esprit. Voilà, je vous laisse déguster ce texte, comme je l'ai fait moi-même. Si donc Baudelaire a d'emblée discerné l'ironique audace de Poe, nombre d'écrivains de l'époque, et beaucoup plus tard encore, y compris d'ailleurs certains généticiens modernes qui ont voulu voir dans cet essai l'acte fondateur de la génétique littéraire, donc beaucoup ont éprouvé pour ce texte de Poe une fascination à la hauteur de la réussite littéraire et de la célébrité du poème qui en est l'objet. On trouve également cette fascination chez Mallarmé. Ici, je vous cite brièvement l'analyse qu'en a donnée Paul Bénichou dans son livre Selon Mallarmé.
Et Mallarmé, effectivement, a lu à l'âge d'à peu près 20 ans, un peu après 20 ans, ce texte d'Edgar Poe. Et Mallarmé a écrit lui-même un commentaire de son propre poème Azur, où il se réclamait de cette méthode. Et donc, Bénichou commente en prenant en prenant appui sur Baudelaire et sur la charlatanerie, et Bénichou conclut tranquillement que, après tout, le débat ainsi posé est de peu d'intérêt, étant admis de tous, c'est tout simple, que le calcul conscient et l'inspiration spontanée, autres privilèges auxquels les poètes n'entendent nullement renoncer, se partagent toujours le champ de la création. Il en va ici comme des débats infinis dont j'ai fait état dans mes cours sur le talent pour savoir si c'était génétique ou social. Eh bien, il y a des combinaisons de facteurs et on a toujours besoin de plusieurs forces pour comprendre des réalités complexes et comprendre aussi comment des facteurs peuvent interagir pour créer des phénomènes cumulatifs qui provoquent des différences considérables à partir d'écarts minimaux ou même infinitésimaux au départ. Eh bien, on a exactement le même principe ici. On doit jouer sur les deux facteurs. Donc, mon argument contrôle et incertitude, après avoir été passé à la paille de fer par Edgar Poe et remis sur ses jambes par Baudelaire, qui en était le traducteur du texte, est revenu en quelque sorte au devant de la scène. Ces deux valeurs doivent toujours coexister. L'inévitabilité et l'imprévisibilité. L'inévitabilité seule transformerait la création en un processus fermé. Et l'imprévisibilité seule transformerait la création en une activité de hasard, une sorte de loterie subjective et objective. Et la caractérisation dont j'ai déjà fait état dans le cours de 2019 de Kant de l'activité esthétique comme un processus orienté en finalité mais sans fin déterminée fournit de façon assez énigmatique l'accès à cette composition paradoxale de liberté et de nécessité créatrice, de composition de l'imagination et de l'invention imaginative et de l'exercice permanent du jugement qui rejette et qui sélectionne sans critère absolu. C'est ça l'énigme. C'est assez difficile à mettre en équation et c'est bien pour ça que c'est une énigme qui fascine autant et qui pousse autant les créateurs à se penser comme des alter deus en espérant vaincre ou résoudre l'énigme s'ils ont des niveaux d'ambition de plus en plus élevés et qu'ils vont créer des œuvres qui vont défier la création du monde. En fait, cet argument de composition des forces est facile à comprendre si on examine d'abord chaque versant séparément. Qu'est-ce qui adviendrait si la valeur d'inévitabilité dominait complètement ? Alors triompherait l'une ou l'autre des conceptions qui font du travail créateur un travail contraint, une fois l'origine ou l'impulsion donnée. J'en ai présenté des motifs précédemment. Soit parce que le motif originel de l'acte consiste en un problème artistique à résoudre et qu'alors les choix opèrent de manière implacable, aux erreurs près, aux erreurs de cheminement près, soit parce que le processus de création obéit là aussi à une logique implacable, mais dont l'artiste ne connaît pas les termes et ne peut pas contrôler le cours parce qu'il est sous l'emprise de forces dont il peut tout au plus mesurer le pouvoir, mais guère la nature profonde. Et alors, on trouve deux figures de l'inévitabilité, celle de la computation rationnelle et axiomatisable, j'en ai parlé avec Edgar Poe, du moins dans sa présentation forcée, ou alors celle du pouvoir de l'inconscient. C'est un motif qu'on trouve très développé. Il y a un fameux livre de Anton Ehrenzweig qui s'appelle « L'ordre caché de l'art » qui pousse très loin et de manière assez subtile l'argument de la part considérablement inconsciente de la production ou de l'invention créatrice. Et en fait, on peut, en ayant introduit ce mot d'inconscient, développer ou penser à trois types d'inconscient
qui peuvent se disputer la préséance dans cette étiologie de l'inévitabilité, l'inconscient de la psychanalyse, donc l'inconscient personnel de l'artiste, ou alors l'inconscient, et ça c'est le motif d'Anton Rosenzweig et de bien d'autres, ou alors l'inconscient historique, qui place l'artiste sous la dépendance de forces sociales, dont il est le représentant expressif en quelque sorte. Vous trouverez ça dans une certaine application du marxisme à la littérature. Et l'artiste, en quelque sorte, est un véhicule, c'est presque une version hegeliano-marxiste du travail créateur, ou alors l'inconscient du langage de l'art qui est considéré langage et avec ses contraintes de travail formel. Ça a été toute l'histoire d'un certain structuralisme qui pensait le texte comme générateur de ces contenus par la puissance même de l'acte de langage et des propriétés du langage. Mais la composante d'imprévisibilité qui donne sens à l'invention et l'originalité est dans tous ces cas de figure réduite à néant. Symétriquement, qu'est-ce qui adviendrait si l'imprévisibilité de la facture de l'œuvre était conçue comme un aléa objectif, une donnée du cours du monde sur lequel l'artiste n'a strictement aucune prise? On pourrait penser par exemple au cas où la production de l'œuvre est entièrement dépendante de hasard de la distribution génétique des facteurs supposés responsables du talent, hasard des rencontres et des occasions permettant à ce talent de s'exprimer dans un projet, hasard des inventions accidentelles, hasard des circonstances favorables à la réception de l'œuvre. Vous pouvez décliner ces facteurs-là de bien des manières. C'est une des façons classiques, d'ailleurs, comme l'ont montré de bons auteurs comme Chris et Kurtz, une des façons classiques de tisser la légende de la vie d'artiste, qui est faite de dons issus des hasards, de la loterie génétique, de rencontres fortuites et d'interventions providentielles qui favorisent l'expression des dons. Mais dans ce cas, la composante d'inévitabilité s'évanouit purement et simplement, et l'artiste apparaît comme le jouet d'indéchiffrables forces ou de lois naturelles et de l'entrecroisement aléatoire de lignes de causalité qui déterminent toute chose. En fait, il faut procéder à une double spécification de cette question de l'imprévisibilité et de l'inévitabilité. L'imprévisibilité se conçoit comme un cadre de probabilité subjective et l'inévitabilité comporte un élément d'évaluation. Concevoir la création de l'œuvre et sa réception comme imparfaitement prévisible, ce n'est pas faire de l'acte créateur une inaccessible boîte noire, mais c'est assimiler pleinement le processus de production artistique à un travail. L'artiste forme des évaluations par pondération probabiliste des éléments qui sont soumis à son jugement quand il est en train de travailler. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça a une chance de se développer ou pas? Ce personnage est-il intéressant ou pas? Etc. Cette tournure va-t-elle peser plus lourd qu'une autre? Donc, il émet des évaluations sur le cours préférable de son activité, selon le degré de contrôle qu'il peut exercer, et il émet aussi des évaluations sur les issues préférables de ses interactions avec autrui. Est-ce que je me soucie d'un lecteur idéal ou d'un lecteur réel, ou est-ce que je travaille pour un marché précis, etc. etc. Ces évaluations constituent un sentier d'apprentissage. L'artiste émet des jugements sur son travail, reçoit des jugements d'autrui, réagit, interprète les informations qu'il obtient. Il corrige ainsi et révise ses croyances et ses jugements en fonction d'informations qu'il acquiert sans arrêt. L'important est de comprendre que ce processus est orienté vers une fin, mais qui n'est jamais contraint, je l'ai déjà dit, par la spécification rigoureuse d'une fin. Quant à la valeur d'inévitabilité, sa signification ne s'accorde avec celle que recèle le principe et la valeur d'imprévisibilité que si elle fait référence à un acte d'évaluation. Je m'inspire ici d'un fameux philosophe et musicologue américain, Leonard Meyer, et je postule que l'appréhension et l'interprétation d'une œuvre ne résultent pas simplement de l'examen et de la saisie des possibilités qui sont effectivement réalisées, mais aussi des possibilités qui étaient ouvertes aux créateurs et des scénarios non réalisés.
Et c'est par cette comparaison entre plusieurs profils possibles de l'œuvre, et dont nous avons parfois toutes sortes de matériaux, que nous évaluons et que nous interprétons celle qui est effectivement offerte à notre regard ou à notre écoute. Et c'est donc en enveloppant l'œuvre réelle dans une somme de possibilités qui nous sont suggérées par les questions que nous formulons sur des cheminements alternatifs du geste que nous dotons l'œuvre de sa signification intentionnelle. Et là, la compétence culturelle du spectateur peut être définie par cette aptitude à concevoir les options dont pouvait disposer le créateur. Ce jeu de la nécessité et de l'imprévisibilité rebondit en fait à travers l'épreuve de la durabilité qui fait apparaître des variations de signification imputées à l'œuvre dans des contextes évolutifs et changeants. Et c'est dans cette perspective aussi que fait sens l'argument d'inévitabilité. Dire que la configuration de l'œuvre qui nous est présentée est inévitable, c'est tout simplement faire l'hypothèse que tant aux yeux du créateur que des destinataires de l'œuvre, et parmi ceux-ci d'abord des experts professionnels en évaluation que sont les critiques, il n'y avait pas de possibilité préférable à celle qui a été effectivement choisie et que le résultat apparaît temporairement ou définitivement comme une solution optimale. Une telle hypothèse accentue une caractéristique centrale de la perception aussi bien que de l'appréciation de toute œuvre. Celle-ci ne résulte pas simplement d'une compréhension des possibilités et des probabilités effectivement réalisées, elle procède également d'une compréhension de ce qui aurait pu se développer différemment dans l'organisation formelle de l'œuvre à partir de sa structure implicite et de notre idée des options disponibles au créateur. C'est en fait un argument qu'on trouve, et c'est une surprise que j'ai eue en faisant mes lectures de préparation de ce cours, on les trouve très bien développés aussi dans le texte de Roland Barthes, La préparation du roman, que j'ai déjà mobilisé à plusieurs reprises. Et il dit, cependant, en tant que nous sommes des lecteurs de certaines œuvres, nous éprouvons la certitude de leur nécessité. L'auteur, pensons-nous, n'a pu avoir d'hésitation et cette chose qui est dite a pu s'imposer à lui. Il était nécessaire que cette histoire-là, et pas telle autre, fût racontée, que ce mot fût choisi, etc. Je dirais que cette nécessité ou cette évidence de nécessité me paraît encore plus claire en musique qu'en littérature. Certains airs, certains mélismes, Barthes était un grand mélomane et pratiquait le piano. Par exemple, les airs de Carmen ou l'Ode à la joie sont tellement incorporés à notre oreille, tellement bien nus, qu'ils ne semblent pas avoir été créés par l'auteur, mais en quelque sorte par la nature, alors qu'on sait très bien que Beethoven a travaillé très longtemps le thème de l'Ode à la joie. C'est tellement bienvenu dans les deux sens du mot, ça apparaît nécessaire et produit par la nature. Autrement dit, ça ne pouvait pas être autrement. Mais il est évident que dans le cas du consommateur, du lecteur, la nécessité à ce moment-là est un après-coup, c'est une illusion. Et il poursuit, mais je ne vais pas développer, il poursuit en appliquant ce raisonnement à ce que c'est que le talent. Et pour lui, le talent, c'est l'auto-évaluation et l'évaluation par la créatrice ou le créateur des forces dont il dispose et de la bonne organisation de ces forces et de l'application de ces forces à ce qu'on est en train de faire. Donc un principe d'auto-évaluation autour du talent qui compose le motif que j'ai développé ici d'imprévisibilité et de nécessité. Il faut savoir de quoi on est capable, mais on ne l'apprend que progressivement. Et le talent, c'est de l'exploiter quand on apprend un certain nombre de choses sur soi-même. Voilà le motif de ce livre décidément très, très intéressant de Roland Barthes, qui était son dernier cours ici. Avant sa mort accidentelle devant le Collège de France en 1980, qui est une sorte de phénoménologie du travail créateur. Dans mon deuxième cours, j'avais évoqué la surabondance et la disproportion dont certains cas de typologie fournissent une illustration parfaite, surabondance de matériaux et disproportion entre l'effort et le résultat, ou la quantité de textes retenus ou de matériaux retenus.
Et j'évoquais l'élément de contrôle et de ressaisissement qui tisse entre ces états du travail, un lien impossible à imaginer d'ailleurs a priori, et puis l'autre ressort donc, qui est cette indétermination du cours de l'activité. Et j'évoquais cette double apparence de l'artiste qui est être divisé entre un savant et un saltimbanque, un individu sérieux et un fantaisiste, ou un dépressif et un inspiré. Cette double apparence était liée à ce que j'appelais la comptabilité sacrificielle du labeur créateur, tel que Valéry l'a si bien défini. Le travail sévère en littérature est mesuré par le nombre des refus et la quantité de solutions que l'on rejette. C'est souligner combien ce couple travail-incertitude importe. Il s'exprime précisément dans cette disproportion considérable entre la quantité de ce qui doit être produit, les savoirs accumulés, les temps d'exploration investis, les essais-erreurs, les révisions, les reprises, les rejets, les recommencements, etc., et en même temps l'extrême sélectivité des résultats ultimes du processus. À la fois pour la production des œuvres elles-mêmes, mais aussi, a fortiori, pour la capacité d'une très étroite minorité d'artistes à accéder à une réputation, et encore plus à une réputation durable, qui nourrira peut-être plus l'artiste s'il est déjà mort, mais en tout cas ceux qui s'affairent autour de son œuvre. Et parmi tous ceux qui s'affairent autour des œuvres, qui ont pu franchir l'épreuve des sélections successives, génératrices de durabilité, il y a toutes celles et tous ceux qui transforment ce travail surabondant des créateurs en mine de matériaux, de problèmes et de connaissances à exploiter. Les œuvres qui acquièrent une réputation sur le long terme établissent certes leur position dans des hiérarchies d'estime en étant transportées de contexte en contexte, de réception et d'usage, mais cette circulation et cette transformation des œuvres les transforment également. Les œuvres sont copiées avant l'imprimerie, éditées, rééditées, restaurées, reformatées. Les interventions sur leur matière se multiplient et incorporent des ajustements à des contextes nouveaux de présentation et de consommation. La demande de connaissances sur l'identité des œuvres qui sont réputées et sur le travail de leurs auteurs augmente aussi. Il importe, par exemple, de déterminer le catalogue exact de la production des artistes, d'en exploiter les parties moins visibles et, quand la notoriété le justifie, d'éditer, on l'a vu pour Tolkien, ces œuvres fragmentaires, épauchées, inachevées. L'étude des mécanismes et des contextes de l'invention créatrice des artistes stimule donc la recherche de documents et conduit à restituer de multiples matériaux textuels sur lesquels appuyer l'identification savante de l'œuvre, des brouillons, des esquisses, des variantes, des versions, et aussi appuyer l'espoir d'une connaissance génétique de sa production. J'avais parlé, et c'est ainsi que j'ai réintitulé mon cours, de 3 opérations: raréfaction, consolidation et augmentation. Jean Starobinski l'a très bien décrit dans un magnifique article ou texte issu d'un chapitre d'un ouvrage dirigé par Louis Hay qui s'appelle « La naissance du texte ». Et Starobinski décrit les 3 gestes fondamentaux de la critique. L'opération critique est d'abord, historiquement et fonctionnellement, une opération de sélection. Des évaluations et des choix sont exercés qui dotent certains textes et certaines œuvres d'une suffisante autorité, je cite Starobinski, pour que leur fût dévolue la tâche de former les hommes, de les éduquer et d'être lus en classe. Mais la carrière longue des œuvres, Starobinski prend appui aussi sur Homère, Pindare et les tragiques grecs, multiplie les interventions sur leur matière et favorise l'enchevêtrement des décisions et des aléas qui constituent l'histoire de leur transmission. La deuxième activité critique, qui s'emboîte dans la première, est celle, je cite encore Starobinski, qui restitue le sens des mots vieillis, celle aussi qui, par l'allégorie, sauve la valeur moralisatrice des conduites représentées, quand celles-ci, prises littéralement, ne paraissent plus acceptables à les lecteurs dont les valeurs ont changé. Et vous pouvez ajuster cet argument à tous les changements actuels de réutilisation des œuvres et de restitution des termes, des valeurs, des vocabulaires, ou même parfois de leur condamnation.
c'est le nettoyage ou la restauration critique des textes qui doit, entre guillemets, leur rendre leur éclat originel. Et ça, c'est une activité assez typiquement philologique qui veut remonter au texte source et écarter les ajouts inutiles ou les interventions qui étaient jugées arbitraires. Le troisième moment de l'analyse critique et philologique, c'est celui de l'exploration du cheminement créateur. Et Starobinski dit, et je le cite ici, vous voyez, alors le geste de la critique se confond avec l'acte de connaissance. Si c'est l'expérience qui compte, si le mouvement vers l'œuvre, celle-ci fut-elle inaccomplie, en suspens ou manquée, n'a pas moins d'importance que le texte fixé dans sa forme née variéture, tout aura, à titre égal, valeur d'indice pour le lecteur qui veut savoir. Il faut tout connaître, tout révéler, avec, à l'horizon, l'espoir de mieux comprendre, d'après tous ses actes et toutes ses velléités, une personne à nulle autre pareille. Starobinski, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, nous manquera beaucoup. C'était à la fois un analyste extraordinaire et un superbe écrivain. J'ai un long compagnonnage avec son œuvre, comme un certain nombre de mes collègues ici, comme Antoine Compagnon, depuis plusieurs décennies. Je voudrais tirer de cette brillante mise au point une conséquence. Quelle est au juste la définition de l'œuvre ? Je ne m'occupe plus maintenant, vous l'avez compris, du comportement des créateurs, ni du travail d'analyse des œuvres, mais je vais examiner cette matérialité éditée des œuvres consacrées, qui sont donc devenues des objets de connaissance et d'usage durable, et je vais examiner corrélativement la définition même de ce qu'est l'œuvre des créateurs consacrés qui sont sous la loupe de la demande et de la production de connaissances. Et je vais partir d'un cadre d'observation assez commode, qui est la transformation des opérations et des choix éditoriaux d'une célèbre collection française, la collection ou la bibliothèque de la Pléiade, qui a été créée par un éditeur innovateur fameux, André Chiffrin, et qui est détenue et publiée par Gallimard depuis 1933, et qui a donné lieu à la production de millions d'exemplaires. Je crois qu'en 2016, Gallimard avait avait compté que près de 8 millions d'exemplaires de cette collection, de cette bibliothèque avaient été vendus. Quand on sait que le prix de ces volumes est assez élevé, on réalise que c'est aussi un tour de force éditorial. Je vous donne ici la présentation que donne l'éditeur lui-même de cette collection. L'éditeur a eu soin de créer toutes sortes de matériaux de présentation des choix éditoriaux ou de l'esprit de la collection qu'on trouve en ligne. Il a créé des cercles de lecteurs et aussi des cercles d'enseignement autour des œuvres. Donc c'est une gestion très active de cette initiative éditoriale. L'idéal qui était à l'origine de cette collection, enfin le principe, c'était de créer des volumes de petits formats, mais qui soient à la fois commodes et qui contiennent les œuvres complètes des auteurs classiques, et en préservant un grand confort de lecture, papier bible, petit format, couverture de cuir souple et soin portés à la composition typographique, avec un équilibre entre les fonds, les nouveautés, littérature classique et contemporaine, refonte d'éditions anciennes, œuvres françaises et étrangères, avec un catalogue qui dépasse de loin celui de Gallimard stricto sensu. Le premier auteur contemporain entré vivant était André Gide, dès 1939. Cette collection a essentiellement, après 1945, commencé à évoluer vers un style de production éditoriale qui ne se contentait plus de publier l'œuvre des auteurs sélectionnés, mais qui l'assortissait d'un appareil critique et d'un travail d'établissement du texte. L'entreprise d'édition devint, à partir des années 60, beaucoup plus érudite et beaucoup plus soucieuse d'ancrer l'œuvre et le texte des auteurs publiés dans le corpus des manuscrits avec les variantes disponibles et l'appareil de commentaires, d'annotation, d'analyse, de présentation introductive qui précisait notamment les opérations et les choix éditoriaux.
le premier auteur à bénéficier de ce traitement, comme l'ont indiqué Alice Kaplan et Philippe Roussin dans un excellent papier publié par The Yale French Studies en 1996. L'article s'intitule A Changing Idea of Literature, de bibliothèque de la Pléiade. Donc, Kaplan et Roussin ont montré que le choix de Jean-Jacques Rousseau comme le premier bénéficiaire de ce changement de philosophie éditoriale était hautement symbolique. Il était difficile de faire un choix plus approprié pour marquer l'intention nouvelle de l'éditeur, puisque Rousseau n'avait pas voulu ni pu publier ses confessions de son vivant, craignant notamment les réactions de ses adversaires, et il fut l'un des premiers écrivains dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à se préoccuper de la conservation et de la transmission des manuscrits autographes de ses œuvres. L'obsession qu'il émettait était nourrie par la peur du discrédit que pourrait jeter sur la réception posthume de ses œuvres la mise en circulation de versions trop imparfaitement éditées de celles-ci. Et donc, une nouvelle ère s'ouvre en France avec ce travail éditorial et savant pour dégager alors les études littéraires de l'activité critique classiquement évaluative et de l'histoire littéraire qui se préoccupait essentiellement de l'influence du contexte et des écoles littéraires sur l'œuvre de l'écrivain. L'évolution du travail éditorial qui est proposé par la bibliothèque de la Pléiade a en quelque sorte accompagné et symbolisé cette transformation, puisque la collection figure parmi les réussites les plus prestigieuses de l'édition française, avec cette nouvelle exigence. On peut en donner des exemples, et je suis là encore Philippe Roussin et Alice Kaplan, à propos de l'édition Balzac de 1935. Elle était établie par un seul maître d'œuvre en prenant appui sur le dernier texte révisé et corrigé par Balzac lui-même, sur son propre exemplaire de l'édition Furnes, conservée aujourd'hui dans la fameuse collection Lovenjoul. Et 50 ans plus tard, une nouvelle édition de l'œuvre complète de Balzac mobilise cette fois une beaucoup plus importante équipe éditoriale et de multiples ressources, des fonds documentaires publics et privés, dont beaucoup sont mis à disposition et exploités pour la première fois. Et donc, pour chaque œuvre, il est ainsi procédé à l'établissement du texte, à l'étude de son histoire, à la présentation des documents disponibles, à la production de variantes et à la rédaction d'un appareil de notes et de commentaires analytiques. Donc, les sources du travail éditorial sont démultipliées. Les responsables de la nouvelle édition sont en mesure de consulter des manuscrits, des jeux d'épreuves corrigés qui, dans le cas de Balzac, on le sait, sont un support de travail d'écriture augmentative considérable. Balzac écrivait, corrigeait ses épreuves, les modifiait, rajoutait, etc. C'était incroyable. Et d'une véritable conception par phase et par aller-retour du travail dont Balzac était un des plus beaux symboles. L'ambition de ces éditeurs de Balzac dans la nouvelle édition de la Pléiade était devenue celle de reconstituer au long du cheminement vers le texte définitif les étapes successives de la création. Donc une collection qui paraît être une collection pour l'honnête homme qui a envie d'avoir un format confortable et pratique de l'œuvre complète d'un auteur, cette collection devient un creuset d'invention d'une érudition mise à la disposition de ce public, non pas spécialisé mais profane, en quelque sorte la mise à disposition des techniques universitaires d'analyse et de mise au point des textes, et à des fins en quelque sorte, de célébrer l'œuvre par son cheminement et pas simplement par son texte. C'est ça l'idée. Et donc on est très loin du schéma primitif de la collection et d'une version définitive donnée au lecteur après élagage et après un ensemble de choix qui doivent demeurer invisibles. Ça, c'était l'esprit premier et qui était relégué au rang de document archivistique sans importance directe pour la lecture et la compréhension de l'œuvre. Ici, vous avez la présentation de la nouvelle doctrine éditoriale par la lettre de la Pléiade. J'ai extrait ça d'un texte publié en 2001 qui montre quel est le principe exact qu'on veut adopter.
La prise en compte des brouillons n'est pas chose anodine. D'une certaine manière, elle modifie le statut de l'œuvre littéraire. C'est ça le sujet de mon enquête en ce moment. Là, l'œuvre achevée n'est plus une surface plane, unie et donc inattaquable. Elle acquiert une épaisseur, un feuilletage. Pour un peu, elle serait égale à la somme de tous ses états successifs. Enfin, encore convient-il de ne pas simplifier à l'extrême. L'œuvre est aussi autre chose. Si l'auteur l'a achevée, a fortiori l'a publiée lui-même, elle existe comme objet fini. Elle peut donc être éclairée. Donc, il faut à la fois rendre l'œuvre instable et en même temps s'assurer qu'il y a une trajectoire de création qui fait qu'un état stable est le produit de cette trajectoire. Mais on ne peut pas tout emmêler. Alors, les exemples abondent de l'importance accordée au travail génétique et à l'appareil de notes, de commentaires, d'analyses, qui sont plus simplement de la philologie, qui, à partir des années 60, ont conféré un tout autre statut aux textes des auteurs publiés dans la bibliothèque de la Pléiade, et un tout autre statut au travail éditorial lui-même. Par exemple, Corneille, d'une édition à l'autre, l'appareil de notes passe de 20 pages en 1934 à 625 en 1980. La recherche du temps perdu de Proust, j'espère avoir le temps de la présenter, occupait 4 volumes dans l'édition de 1987 au lieu de 3 dans l'édition antérieure de 1954, et des volumes beaucoup plus épais. Ce qui pose problème, évidemment, dans ce genre d'opération, c'est la recherche d'un équilibre entre la production d'éditions savantes qui bénéficient des avancées de la recherche érudite et qui éclairent de perspectives nouvelles l'histoire de l'œuvre et les étapes du processus créateur, d'une part, équilibre aussi avec le souci de réaliser un objet éditorial maniable par le public qui est désireux d'aller aux œuvres et pas simplement à la documentation de leur engendrement d'autre part. Les choix éditoriaux des responsables de la bibliothèque de la Pléiade peuvent de fait apparaître comme ces points d'équilibre dans une dynamique de compromis qui sont eux-mêmes évolutifs. Et c'est ce qu'a bien décrit Claudine Gotteau-Mersch, que j'ai déjà citée antérieurement, une spécialiste belge de la littérature française, qui a été notamment l'éditrice, je vais en reparler assez vite maintenant, de Flaubert. Et elle passe en revue à la fin des années 80 les positions adoptées par les différentes maisons d'édition dans la publication des grands auteurs classiques en collection de poche. Et elle note que la bibliothèque de la Pléiade paraît être l'objet de tiraillements entre des motivations quelque peu divergentes, entre un désir de progrès et une tendance à conserver à la collection l'image qui en a fait l'énorme succès, entre la méfiance à l'égard d'une scientificité qui découragerait l'honnête homme, ce fameux honnête homme, et la volonté de publier les éditions les meilleures en les confiant à des spécialistes. Si bien qu'on doit se faire à chaque fois un accommodement entre les instructions ultra précises qui imposent aux éditeurs scientifiques, ça c'est un témoignage d'elle comme éditrice, doit se faire à chaque fois un accommodement entre les instructions ultra précises qui imposent aux éditeurs scientifiques la forme traditionnelle de choix des variantes et les ruses des 10 éditeurs, parce qu'ils ont leur autonomie de décision aussi, du moins jusqu'à un certain point, qui sont décidés à faire éclater ce cadre, ou en tout cas à rendre le choix le plus large possible. Elle cite un collègue avec qui elle a travaillé. D'où de nouveaux barrages du côté de Gallimard. Le contrat du Flaubert, je vais y revenir, stipule que l'édition comprendra un relevé restreint de variables véritablement très importantes. Si j'ai le temps, je vous montrerai tout à l'heure que pour Proust, ça a été encore plus, un compromis encore plus délicat à trouver, et dans lequel d'ailleurs a été embarqué mon collègue Antoine Compagnon, qui est l'éditeur un des romans de la recherche, un des volumes de la recherche. Je vais prendre en fait un exemple pour rendre les choses plus claires, c'est l'exemple de Flaubert. Et on célèbre cette année, en 2021, le bicentenaire de sa naissance, je l'ai déjà dit antérieurement. Vont bientôt paraître, d'ailleurs dans la collection de la Pléiade, les 2 derniers tomes de l'édition refondue en 5 volumes de la bibliothèque de la Pléiade. C'est une édition qui a été entreprise, qui a commencé d'être publiée en 2001. Et on peut penser que Claudine Gotteau-Mersch était embarquée dans ce projet dès la fin des années 80.
nous allons voir donc comment la doctrine même de la sélection des textes à inclure dans une édition complète se modifie. Ce n'est plus simplement le travail sur les variantes d'un texte connu, par exemple Madame Bovary. J'espère avoir le temps de vous dire un peu quel est le chantier que peut représenter la publication d'un volume comme Madame Bovary, mais c'est aussi quel est le périmètre exact de l'œuvre qu'on considère être l'œuvre de Flaubert. Le traitement de l'œuvre de Flaubert est en effet remarquable. La première édition des œuvres de Flaubert dans la Pléiade avait été confiée à Albert Thibaudet et à René Duménil après le décès de Thibaudet et parue en 1936. Ce sont 2 volumes de cette première édition qui comprennent les grandes œuvres connues de l'écrivain et en appendice de certaines d'entre elles des éléments du dossier de réaction critique et du procès pour Madame Bovary ou de la querelle pour Salammbô qu'elles avaient suscité. Ces œuvres incluent également, enfin les volumes incluent également des fragments des premières versions de celles des œuvres qui ont connu la libération complexe, telles que La Tentation de Saint-Antoine ou L'Éducation sentimentale, ainsi que des fragments de quelques œuvres de jeunesse, des fragments, Smart, Novembre, Mémoire d'un fou. Mais l'essentiel du projet éditorial était bien de publier l'œuvre achevée telle qu'elle avait été imprimée sous le contrôle de l'auteur. La documentation du travail de création dont Flaubert conservait obsessionnellement l'essentiel des pièces, c'est faramineux, n'avait pas pour vocation d'envelopper la singularité des chefs-d'œuvre et d'en brouiller l'évidence terminale qui était seule jugée d'intérêt public. Thibaudet et Duménil avaient notamment jugé que les œuvres de jeunesse n'avaient d'autre valeur que documentaire et ne méritaient pas de figurer dans leur sélection éditoriale. Je cite Thibaudet, « Dans l'impossibilité de donner le texte complet des écrits de jeunesse, dont il faut bien reconnaître que la plus grande partie n'offre d'intérêt que pour les spécialistes de l'histoire littéraire, on en a choisi les pages où s'affirme le talent de l'écrivain dans ses années d'apprentissage, et ce sont précisément celles où l'on rencontre une sorte de préfiguration des grands sujets qui vont le hanter toute sa vie, et dont il ne trouvera la forme définitive que beaucoup plus tard. » Comme l'a fait remarquer Hugues Pradier, qui est l'actuel d'ailleurs directeur de la bibliothèque de la Pléiade, quand il a comparé les 2 éditions dans une analyse pour un colloque, pour la lettre Flaubert qui est publiée par le centre qui s'occupe du legs Flaubert, de toute la production de manuscrits et de tous les matériaux de l'œuvre de Flaubert à Rouen. Donc Pradier indique que ces 2 maîtres d'œuvre de la première édition, en qualifiant la création flaubertienne de Genèse, dont il publie quelques extraits d'ébauche, préfigurant les œuvres ultérieures, assimilent implicitement les écrits de jeunesse, qui par leur sujet ou leur forme annoncent un ouvrage ultérieurement publié par Flaubert, aux avant-textes qui appartiennent de plein droit au dossier de genèse de cet ouvrage. Donc, on peut les inclure dans un dossier de genèse, mais là, vous allez voir que la nouvelle édition va faire plus. La nouvelle édition de la Pléiade, elle est en 5 volumes. Elle a commencé en 2001, comme je l'ai dit. Elle doit s'achever cette année. Et elle diffère de l'ancienne par l'étendue qui est faite à l'étude génétique des textes, mais elle fait aussi droit à la part majeure accordée à la production de Flaubert de jeunesse, qui était donc reléguée autrefois hors du cercle de l'œuvre reconnue, en dehors des éditions les plus complètes, comme la fameuse édition Connard de Flaubert. Je vous donne ici ça c'est la présentation des œuvres de jeunesse, c'est en petit caractère, donc je l'ai transcrite ici. Vous voyez ici le volume. C'est un volume entier des œuvres de jeunesse qui est publié donc sous la responsabilité de Claudine Gautomer chez Guy Sagne. Elle est aujourd'hui décédée, je crois que son co-éditeur non. Et elle comprend cette édition de tome 1 des œuvres complètes, toutes sortes de textes qui sont des textes de jeunesse. Le choix qui est fait et qui est présenté donc par l'éditeur, mais le texte a été écrit certainement sous l'inspiration des 2 éditeurs, Guy Sagne et Claudine Gautomersch, c'est de dire nous avons
des textes qui sont écrits entre la 10e et la 25e année de Flaubert. Flaubert n'a commencé à publier qu'après 35 ans. Hein, donc, on voit ici quel est le travail d'exploration de la préhistoire ou de la prébiographie créatrice de Flaubert. Et donc, il y a deux parcours. À la découverte d'un écrivain romantique, ça c'est peut-être pour l'honnête homme, toutes les formes que revêt le romantisme littéraire sont ici abordées, du conte philosophique, allégorique et fantastique au drame ou au récit historique, en passant par l'autobiographie, la mort, la folie, le désespoir, l'ivresse, le diable, etc. Et deuxième parcours, comment Flaubert devient Flaubert. Dès les narrations et discours, l'attention de Myope, ce goût du détail signifiant qui fera de lui un maître de la description, est à l'œuvre. Donc c'est une forme de lecture rétrospective, je vais y revenir. Dans une leçon d'histoire naturelle, Bouvard et Pécuchet est en germe. Passion et vertu contient des passages rapportés d'un point de vue externe qui annoncent la célébrissime scène du fiacre de Madame Bovary. Et 4 textes au moins proposent des scènes de bal qui montrent mieux que de longs discours comment sont construits les épisodes du bal à la Vaubyessard de Madame Bovary ou du bal costumé chez Rosanette dans l'éducation sentimentale. C'est chez le Flaubert romantique que prend la naissance la mystique du style qui donnera les chefs-d'œuvre que l'on sait. Donc, la décision des deux responsables de cette nouvelle édition, Claudine Gautemer chez Guissagne, c'est celle d'une totalisation radicale. Ils disent « Nous présentons ici tous les textes rédigés, même inachevés, imprimés ou non du vivant de l'auteur, et tous les projets non aboutis dont nous avons eu connaissance. » Cet objectif de complétude conduit à inclure donc des écrits d'enfance comme une composition sur Louis XIII, écrite, offerte à maman pour sa fête par Gustave à l'âge de 9 ans et demi, et qui sont promus par la doctrine éditoriale nouvelle au rang d'œuvres autonomes de plein statut. Et donc l'inversion est spectaculaire d'une édition à l'autre, mais aussi au regard de la pratique même d'écrivain de Flaubert, qui n'a rien publié, comme je l'ai dit, avant 35 ans et Madame Bovary, à l'exception de 2 courts textes parus en 1837 dans une feuille littéraire rouennaise. Mais il a déjà abondamment écrit pour lui-même et en se proclamant hostile à toute forme de publication de ses écrits. Comme le note Yvan Leclerc, qui est le directeur du centre Flaubert du laboratoire de Rouen, un laboratoire universitaire de l'université de Rouen dont j'ai parlé, et qui est un très grand spécialiste de l'œuvre et de la matière créatrice de Flaubert, Yvan Leclerc note que ce refus de publication de ses écrits de jeunesse sera persistant bien après que la carrière d'écrivain a été rendue spectaculairement visible par l'apparition de Madame Bovary. Voilà la citation de Yvan Leclerc. Il commence par citer la phrase de Flaubert. « Plusieurs milliers de feuilles noircies avant Madame Bovary s'empilent sans faire grincer la presse. » Donc sans être publiées. Ainsi, Flaubert se réjouit-il sur le tard d'avoir résisté au désir juvénile de publier la ratatouille sentimentale qui clôt sa jeunesse. Novembre, je vous rappelle que Novembre figure dans les œuvres, le volume 1 de ses œuvres, je l'avais noté en caractère gras tout à l'heure, suivra le chemin de l'éducation sentimentale, celle de 1945, la première version, et restera avec elle dans mon carton indéfiniment. Lettre à Louis Collet. Or, ce destin d'inédit de l'œuvre de jeunesse en général n'est pas simplement un jugement de condamnation esthétique porté longtemps après les faits, il est inscrit dans le texte même ou dans son paratexte. Par exemple, en introduction au premier conte philosophique, Un parfum à sentir, lui aussi inclus, rédigé, si l'on croit la chronologie, avant la composition du texte. Ces pages écrites sans suite, sans ordre, sans style, doivent rester ensevelies dans la poussière de mon tiroir. Et Flaubert maintiendra ce refus de l'imprimer, de la publication, prostitution. Et Yvan Leclerc donne quelques citations de la correspondance. Quant à écrire, je parierais bien que je ne me ferais jamais imprimer. Il est presque sûr que je ne me ferais pas imprimer une ligne, ça c'est son rapport à l'édition. Maudit soit le jour où j'ai eu la malheureuse idée d'imprimer mon nom sur un livre, il n'y a plus à y revenir, mais je suis exaspéré qu'on s'occupe de ma personne. Donc il y a là 2 choses. Il y a l'attitude de Flaubert à l'égard de ses premières œuvres et l'attitude à l'égard de ses possibilités d'édition.
On pourrait penser, comme dans le cas de Kafka, que Kafka a dit « brûlez tout ce que j'ai écrit » et qu'on a sauvé ses chefs-d'œuvre du feu en ne respectant pas sa volonté. C'est son légataire, Max Brod, qui a trahi sa promesse de respecter la volonté de l'auteur. Mais ici, on a un autre cas qui est un peu plus complexe, qui est d'élargir complètement le champ, le périmètre de l'œuvre. On est donc devant un problème de définition ou de redéfinition de l'œuvre à partir de ce que sont des écrits de jeunesse. Quelle vision doit-on adopter sur ces écrits? Est-ce que ce sont des œuvres en et pour elles-mêmes, des œuvres préfiguratrices, ou des documents précieux qui enrichissent la compréhension de l'œuvre complète? Vous avez compris que l'éditeur avait choisi de marcher sur les deux côtés de la rue, comme on dit en anglais. En fait, il s'agit de comprendre ce que c'est qu'une vision rétrospective et de demander, mais de quelle rétrospection il s'agit. Et je vous propose de méditer un instant sur cette question de rétrospection à partir des réflexions qu'ont produit deux auteurs philosophes d'esthétique, Gerald Levinson, qui est un universitaire du Maryland, et Paisley Livingstone, qui est un Canadien qui a fait carrière, je crois, aux États-Unis, puis ensuite à Hong Kong. Gerald Levinson parle de la distinction entre work et œuvre. Work, c'est l'œuvre particulière, et œuvre, c'est l'entièreté de la production d'un auteur, ou comme on dit en français, entre les œuvres au féminin et l'œuvre au masculin, conçue comme la totalité de la production matérialisée par la succession des œuvres particulières. Et Levinson défend l'idée que l'interprétation des œuvres de jeunesse d'un artiste peut être enrichie rétroactivement par l'étude du cours ultérieur de sa production, ce qui le conduit à défendre une variété modeste de rétroactivisme récursif, backward retroactivism, comme il dit. Et il distingue cette thèse d'une thèse d'un rétroactivisme plus radical qui veut discerner dans la production antérieure les prémices, l'anticipation ou la préfiguration. Donc, éclairer, c'est modeste, mais y voir des préfigurations, des anticipations de traits essentiels de l'œuvre ultérieure, ça c'est le forward retroactivism. Et la thèse se distingue également de la forme traditionnelle d'analyse rétrospective qui veut qu'on puisse très légitimement interpréter les œuvres ultérieures au regard de la production initiale, la connaissance de cette production initiale fournissant en quelque sorte des appuis, parmi d'autres, pour la compréhension de l'œuvre ultérieure. On pense à Jean Santeuil de Proust, qui serait un roman inachevé, qui fournirait des clés pour l'étude de la recherche. Et son collègue, donc Paisley Livingstone, a mis un peu d'ordre dans l'argumentaire. Je vous donne ici la citation. Étant donné les œuvres W1, Work 1 et Work 2, situées dans la carrière créatrice d'un artiste, et sachant que Work 1 a été achevé significativement plus tôt que Work 2, 1. Dans une relation rétrospective, Work 2 possède simplement certaines caractéristiques artistiques relatives à Work 1. Par exemple, Work 2 est la première tentative de l'auteur pour écrire une tragédie. Donc l'indexical ici, c'est première, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas d'information, il n'y avait pas de tentative d'écrire une tragédie. Celle-là est une première tentative. Donc c'est une forme minimaliste, c'est le rétroactivisme modeste, enfin le plus simple. Dans le rétroactivisme récursif, le contenu artistique de Work 2 comporte certaines caractéristiques qui se rapportent à Work 1. Ces caractéristiques dépendent elles-mêmes de la relation spécifique qu'entretient l'œuvre Work 1 à l'égard de Work 2. Donc Work 2 constitue le point culminant d'un développement qui a pris naissance en Work 1. On voit bien que l'intensité du lien est toute différente. Il y a l'idée d'un développement. Vous comprendrez plus tard, la semaine prochaine, très précisément, à quelle importance on peut accorder à ce mot de développement quand on étudie l'arche complète d'une œuvre écrite sous le principe du work in progress, comme chez Boulez. Et la version numéro 3, c'est le rétroactivisme prospectif, ou propulsif, si on veut. Le contenu artistique de Work 1 comporte certaines caractéristiques qui se rapportent à Work 2,
il contient l'expression initiale et incomplète d'un thème qui sera développé. En quelque sorte, on emboîte les deux œuvres et on en fait une sorte de lien organique complet. Alors, Livingstone fait observer que ce rétroactivisme récursif du type 2 ne viole pas la grammaire historiciste traditionnelle d'interprétation, puisque l'influence exercée par l'œuvre postérieure sur l'œuvre antérieure n'est qu'une affaire de relations épistémiques ou appréciatives. Notre connaissance de l'œuvre ultérieure nous aide à détecter des traits de l'œuvre antérieure que celle-ci possédait déjà au moment où elle fut créée et achevée. Mais le type 3, le rétroactivisme propulsif ou prospectif, impute à l'œuvre antérieure des caractéristiques qu'elle ne peut détenir qu'au regard d'une œuvre qui n'existait pas encore quand les caractéristiques de la première œuvre furent déterminées. Donc c'est un exercice d'interprétation très différent. Levinson, qui donc est en dialogue avec Livingstone, ça rime, c'est bien, soutient que les types 2 et 3, donc ces deux-là, sont défendables. On a vu tout à l'heure que le dossier de présentation de l'édition du volume 1 de l'œuvre de Flaubert s'inscrit dans les deux, en quelque sorte, dans ces deux modalités-là, pourvu qu'on admette que la production de l'artiste est le fruit d'une intention de second ordre qui guide non pas la production de chaque œuvre, mais qui oriente le cours de la production d'une œuvre à l'autre sur une partie ou sur la totalité de la carrière créatrice de l'artiste. Et l'argument est ici, je ne vais pas le détailler, mais enfin, bon, l'idée centrale, c'est que les œuvres ultérieures peuvent augmenter ou affecter la signification des œuvres antérieures, ce qui est une affaire d'ontologie et de sémantique et pas simplement de psychologie. Comment cela se peut-il? La seule explication est celle-ci. La totalité des productions d'un artiste, donc l'œuvre au masculin, constitue son œuvre au sens large, et cette œuvre peut au moins dans de nombreux cas être considérée comme le résultat d'un seul acte artistique. Un tel acte peut s'étendre sur quelques 80 ans. C'est l'acte de l'artiste situé dans son contexte historique unique et qui dit, exprime et accomplit quelque chose qui forme un tout. Lorsque chaque pièce est un élément, une phase dans un acte artistique qui forme une arche d'ensemble, celle qui, disons, consiste implicitement à proposer une vision du monde, le principe central de l'historicisme traditionnel, qui est de ne pas interpréter l'œuvre en fonction de l'œuvre future, n'est pas réellement violé si nous comprenons en partie les œuvres premières à la lumière des œuvres ultérieures du même artiste, puisque les deux font partie d'un projet plus vaste de l'artiste. Voilà le genre d'argument qu'on trouve et qui sert à motiver certaines opérations dont j'ai parlé, des opérations éditoriales. On pourrait évidemment, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas discuter davantage cette position, mais on pourrait évidemment relancer la discussion en demandant quelle est au fond l'unité exacte de cette idée d'un projet créateur englobant, ce vocabulaire du projet qu'utilisait Sartre, mais qui a été violemment critiqué par Bourdieu, en disant non, on ne peut pas considérer que l'individu n'est pas affecté par des situations de travail, par des contextes changeants, par des bifurcations d'intention, etc. etc. Ici, on donne presque une vision super-organiciste pour motiver la totalisation d'un projet et de son édition. Si on veut aller plus loin dans l'exercice de travail, et considérer le cas Flaubert encore autrement, je vous mentionne ici simplement à titre d'information le tableau génétique de Madame Bovary. C'est un dossier donc, qui est le roman le plus fameux de Flaubert, évidemment, mais qui montre ce qu'a été l'intensité de travail de Flaubert sur ce livre, sur ce roman. Il y a travaillé à peu près 5 ans, et on dispose pour la matière qui a été le chantier d'écriture de ce livre, de ce roman, on dispose de 4549 pages. Donc c'est absolument vertigineux, et une équipe de plusieurs centaines de personnes
enfin un noyau et beaucoup de collaborateurs, une partie bénévole, une autre non, et internationale, etc., s'est attelé à la transcription, à la numérisation et à l'organisation de ce matériau pour le rendre accessible sur un site. Faites un tour sur le site de bovary.fr, vous verrez, c'est absolument fascinant. Et ici, vous avez la couleur de chaque phrase peut être analysée et indexée, soit en texte publié, en manuscrit copiste, en manuscrit définitif, en brouillon, en passage non retenu. Et donc, c'est un chantier absolument vertigineux. Et évidemment, ça ne peut se faire que sur un site internet et non pas dans une édition en livre. C'est ça l'arbitrage à faire. Il en a été de même pour Musil, dont j'ai déjà parlé, et pour d'autres, pour Nietzsche. Il y a un grand projet Nietzsche, et il y a aussi un grand projet Goethe, qui a donné lieu à une édition papier qui est une sorte de prouesse, parce qu'elle s'appuie sur les avancées du travail informatique aussi. Tous ces textes qui ont une histoire très compliquée et parfois très longue, mais parfois moins longue, mais très compliquée de toute manière. Et les choix éditoriaux ou les choix d'analyse, d'édition génétique de l'œuvre, évidemment, sont liés à la technologie et à l'intensité d'effort qu'on peut exercer sur de tels projets. Mais je vais passer, c'était un peu pour le plaisir d'aller un peu plus loin encore dans la complexité des choses. Je voudrais présenter aussi le cas de Proust, puisque Proust, cette année, on fête beaucoup de choses tout le temps, mais il y a des choses plus importantes que d'autres. On fête les 150 ans de sa naissance, puisqu'il est né en 1871, et on fêtera l'année prochaine les 100 ans de sa mort, puisqu'il est mort en 1922. Donc il y a de quoi remuer l'effet d'aubaine des célébrations. Et le cas de Proust est assez révélateur aussi, mais d'une autre manière. Il y a en fait entre la première édition dans la Pléiade de Proust et la deuxième, la première était sous la direction de deux éditeurs, Clarac et Ferré, j'ai oublié le prénom de Ferré, Pierre Clarac et Ferré, et la deuxième a été dirigée par Jean-Yves Tadier. La deuxième édition, qui est celle qui a été produite à la fin des années 80, elle a une profusion de textes, de variantes, et aussi elle présente des esquisses, pas des variantes, mais des rédactions successives, des tentatives d'épisodes, des formules possibles essayées sur des pages et des pages, sans doute provisoires, mais qui constituent le travail de l'œuvre. C'est ça, les esquisses. Et vous voyez là, j'ai fait la comparaison en termes quantitatifs, si on veut. Le volume numéro 1 de Swann et l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est 1050 pages d'édition. Et dans l'édition suivante, plus récente, c'est 1728 pages. Donc, vous voyez le coefficient multiplicateur. On ajoute 70%. Et on y intègre donc ces fameuses esquisses. Il en va de même pour les deux autres volumes. La totalité de la recherche est distribuée sur 4 volumes, donc l'ordre n'est pas exactement le même. Mais quand on regarde Albertine disparue et le temps retrouvé, on a là un volume de 1728 pages, alors que le tome 3, qui incluait aussi La prisonnière, ne faisait que 1328 pages, etc., etc. Et chaque fois, on y inclut ces fameuses esquisses. Et donc, cette nouveauté des esquisses, donc des étapes préparatoires de la rédaction, c'est ça le choix éditorial majeur. Et elles sont véritablement éditées aussi, ces esquisses. Donc on incorpore le travail préparatoire dans l'œuvre puisqu'on l'a sorti d'un travail d'édition. Les esquisses, elles sont elles-mêmes assorties de variantes et de notes.
vous voyez quelle est l'évolution de l'activité et de l'intensité d'activité sur évidemment des chefs-d'œuvre absolus et des auteurs sur lesquels il n'y a plus aucune espèce d'incertitude sur leur valeur et leur place dans l'histoire de la littérature. Mais il y a une intensité de production de connaissances et de choix d'usage ou non de cette connaissance à des fins éditoriales et pas dans n'importe quel cadre. Ce n'est pas une collection universitaire, encore une fois, c'est une collection qui est vendue sur le marché et avec un succès considérable pour un certain nombre de ces auteurs, pas pour tous. Et donc, ces esquisses, à la différence du texte principal, qui a des dimensions bien contenues et à peu près fixes, les esquisses, elles, qui sont publiées, constituent une sélection de matériaux beaucoup plus vastes que ce qui est disponible. Donc, on applique en quelque sorte aux esquisses un traitement à la fois de consécration de matériaux opéral, si je veux dire, puisqu'on les rapproche de l'œuvre elle-même, en lui donnant une importance considérable et en l'assortissant de production de variantes et de notes, mais en même temps, on la contient, cette production d'esquisses, on la contient dans des limites. Et je vous donne ici l'argument de Jean-Yves Tadier. La nouveauté principale est l'introduction des esquisses, qui sont ces étapes préparatoires. Les esquisses sont accompagnées de variantes et de notes, en nombre limité, je l'ai dit, mais suffisantes pour en permettre la compréhension suivant les deux axes, vertical de la Genèse, horizontal de l'intrigue romanesque. On ne pouvait tout donner. Les 75 cahiers de brouillon et les 20 cahiers de mise au net, les feuilles volantes, les cartons de paperole, les carnets qui forment avec la dactylographie et les épreuves l'héritage de Proust, auraient demandé, s'il avait fallu tout publier, des volumes plus nombreux. Et c'est un euphémisme. Les lecteurs auraient d'autre part mal compris que l'on donna 16 versions d'un même passage. Mais c'est ce que fait l'édition Flaubert, mais sur Internet. Il a fallu choisir. Nos notices décrivent l'ensemble des documents que les érudits peuvent dépouiller en retraçant le mouvement de la création proustienne depuis l'origine jusqu'au texte définitif, etc. Notre but n'est donc pas de permettre de lire les cahiers de brouillon de Proust, mais de retracer textes à l'appui la biographie de l'œuvre. Donc c'est presque, au lieu d'avoir une biographie au sens classique du terme, c'est une biographie génétique de l'œuvre et non pas une biographie de l'auteur, une biographie de l'œuvre. Voilà le transport dans l'élargissement de l'admiration et de l'affairement autour de l'œuvre. Voilà le transport à un autre niveau de l'exercice et des choix. Jean-Yves Tadier continue ici. Pardon, ça c'est. Je reviens. Les versions éditées, les variantes retenues ont été suivant leur importance, leur différence. Et de même, si plusieurs esquisses se ressemblent, nous en avons donné une seule. Donc il ne peut pas appliquer le même traitement à tous les matériaux. Le résultat, en tout cas, est assez net. Le texte définitif, par exemple, du côté de chez Swann, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, première partie autour de Madame Swann, comprend 630 pages de volume, du volume 1 de la nouvelle édition, et les esquisses en forment 407 pages. Les notes et variantes du texte définitif, 238 pages, et les notes et variantes des esquisses, 90 pages. Donc vous voyez qu'on a éclaté la notion d'œuvre en la biographisant, en quelque sorte. Et évidemment, il y a des choix à faire, puisque le choix, il est extensif sur l'œuvre, mais restrictif sur l'augmentation de l'œuvre. On ne peut pas augmenter jusqu'à produire tout. Donc ça donne évidemment lieu à des frustrations de la part de ceux qui s'affairent autour de l'œuvre. Je cite ici un joli article de Jacques Drillon dans l'Obs. Jacques Drillon est un journaliste très cultivé, à la fois en littérature et en musique. Il raconte l'histoire des choix qui ont dû être faits à propos de la bibliothèque de la Pléiade et en particulier à propos de Proust. Il indique notamment, je pense qu'il a fait une enquête, qu'Antoine Compagnon, notre collègue ici au collège, lorsqu'il a réalisé l'édition de Sodome et Gomorrhe de Proust, a dû renoncer aux 2/3 des esquisses et variantes qu'il avait découvertes. Cela a été très frustrant, dit-il, avec amertume. Son appareil était tout de même constitué de 173 pages d'esquisses en petits caractères, 76 pages de notices,
elle-même très annotée, et 366 pages de notes et variantes, soit 615 pages. Il raconte aussi comment Bertrand Marchal, un autre cas extraordinaire d'ailleurs de transformation de l'édition de l'œuvre de Mallarmé, qui occupait un volume d'abord et puis 2 volumes dans l'édition plus récente. Bertrand Marchal a voulu publier des œuvres inachevées. Et les commerciaux de Gallimard ont voulu faire des Pléiades au régime. Antoine Gallimard consentait à refaire une deuxième édition de la Pléiade d'un seul volume, comme la première, qui faisait déjà 1700 pages, mais compte tenu des documents entre-temps, c'était infaisable. Solidaire, Yves Bonnefoy, encore un de nos collègues ici, a donc troussé une belle et longue lettre à Antoine Gallimard sur le thème « C'est Mallarmé tout de même ». Et le principe des 2 volumes a été acquis. Voilà, c'est une histoire qui rebondit sans cesse, mais dans le sens de l'extension. Je ne peux pas présenter le dossier Mallarmé parce que ça nous entraînerait trop loin. Je voudrais finir, cette fois-ci je termine dans les temps. J'ai parlé de ce texte de Michel Foucault, bon, c'est encore un de nos glorieux collègues ici au collège, qui a écrit « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Et en 1969, il prenait position dans la fameuse controverse sur l'auteur est-il mort, autrement dit, l'auteur en tant que personnage à l'épaisseur biographique constitué un être de chair et de sang qui a une histoire, des pensées, des intentions, etc., etc. Tout ça avait été en quelque sorte érasé ou remis au rencard ou relativisé par l'école structuraliste qui disait mais les intentions de l'auteur ne comptent pas, sa biographie n'a pas beaucoup d'importance, c'est la langue et le langage qui sont les producteurs de sens et de contenu principalement, et l'auteur n'est en quelque sorte qu'au service de cette langue, et il est un peu un inconscient ou un somnambule dans ce processus, et à la limite, la notion même d'œuvre, d'auteur devrait être effacée. Et si vous rajoutez la dimension d'intertextualité, c'est-à-dire les œuvres se parlent entre elles, à travers ceux qui, certes, tiennent la plume, mais c'est que les œuvres se parlent entre elles, vous avez rajouté la deuxième dimension, la dimension de connexion entre toutes les œuvres qui sont produites selon ce processus dans lequel l'auteur lui-même, en tant qu'être singulier identifiable, n'a pas beaucoup d'importance. Et Foucault s'en prend en quelque sorte à cette idée que l'auteur n'existe pas, mais il veut élargir l'analyse à l'œuvre. Quelles conséquences on va en tirer pour l'œuvre ? La notion d'œuvre, on nous dit en effet que le propre de la critique n'est pas de dégager les rapports de l'œuvre à l'auteur, ça c'est le principe qui a permis en quelque sorte d'effacer l'auteur, ni de vouloir reconstituer à travers des textes une pensée, une expérience. Elle doit plutôt analyser l'œuvre dans sa structure, dans son architecture, sa forme intrinsèque et les jeux de ses relations internes. C'était le grand choix structuraliste. Or, il faut aussitôt poser un problème. Qu'est-ce qu'une œuvre ? Qu'est-ce donc que cette unité curieuse qu'on désigne du nom d'œuvre ? De quels éléments est-elle composée ? Une œuvre, n'est-ce pas ce qu'a écrit celui qui en est un auteur ? On voit les difficultés surgir. Si un individu n'était pas un auteur, est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'il a écrit ou dit, ce qu'il a laissé dans ses papiers, ce qu'on a pu rapporter de ses propos pourrait être appelé une œuvre ? Tant que Sade n'a pas été un auteur, qu'étaient donc ses papiers ? Des rouleaux de papier sur lesquels, à l'infini, pendant ses journées de prison, il déroulait ses fantasmes. Et le texte continue ainsi. Mais supposons qu'on ait affaire à un auteur. Autrement dit, c'est un jeu de garantie symétrique. L'œuvre vaut par la réputation de l'auteur, et la réputation de l'auteur permet de qualifier l'œuvre. Supposons qu'on ait affaire à un auteur. Est-ce que tout ce qu'il a écrit ou dit, tout ce qu'il a laissé derrière lui fait partie de son œuvre ? Problème à la fois théorique et technique, c'est fort bien pensé tout ça. Quand on entreprend de publier, par exemple, les œuvres de Nietzsche, où faut-il s'arrêter ? Il faut tout publier, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ? Tout ce que Nietzsche a publié lui-même, c'est entendu, les brouillons de ses œuvres, évidemment, les projets d'aphorismes, oui, les ratures également, les notes au bas des carnets, oui, mais quand à l'intérieur d'un carnet rempli d'aphorismes, on trouve une référence, l'indication d'un rendez-vous, d'une adresse, une note de blanchisserie, œuvre ou pas œuvre, mais pourquoi pas, et cela indéfiniment. Parmi les millions de traces laissées par quelqu'un après sa mort, comment peut-on définir une œuvre ?
la théorie de l'œuvre n'existe pas et ceux qui ingénument entreprennent d'éditer des œuvres manquent d'une telle théorie et leur travail empirique s'en trouve bien vite paralysé. Je termine. On m'aperçoit quel foisonnement de questions se pose à propos de cette notion d'œuvre, de sorte qu'il est insuffisant d'affirmer « passons-nous de l'écrivain, passons-nous de l'auteur et allons étudier en elle-même l'œuvre ». Le mot « œuvre » et l'unité qu'il désigne sont probablement aussi problématiques que l'individualité de l'auteur. Voilà une bonne conclusion au parcours que je vous ai proposé. On voit que ces notions d'œuvre et d'auteur ont une plasticité qui est variable et une variabilité dans le temps et dans les choix, et que c'est une construction, mais que c'est la durabilité et la réputation d'un certain nombre d'œuvres et d'auteurs qui permet à ce jeu constructiviste ou constructif de transformation de l'œuvre à travers son épaississement, sa biographisation, etc., d'avoir un sens, et aussi un sens commercial, il faut bien le dire. Je vous donne un dernier exemple, non, je ne l'ai pas inclus, si, je crois l'avoir inclus ici, qui est Ségalen. Victor Ségalen est un auteur qui vient d'être publié par la Pléiade, et on a là certainement un exemple ultime ou une avancée supplémentaire dans les choix éditoriaux de la Pléiade, puisque Ségalen a laissé beaucoup de manuscrits totalement inachevés et que c'est un véritable casse-tête. Il n'a publié de son vivant que 3 livres et légué à ses futurs éditeurs des milliers de feuillets manuscrits dans lesquels se mêlent des projets avancés, des textes préparatoires ou documentaires, des notes ou des notes de régie qui sont les remarques que l'auteur se fait à lui-même et qui étaient censées guider dans un avenir finalement non advenu la mise au point des œuvres en gestation. Tout ça est contenu dans ce texte qui présente l'édition. Et la fille même de Annie Joly-Ségalen, la fille de Victor Ségalen, a joué un rôle décisif dans l'édition des écrits de son père, mais elle note elle-même « Rien ne semble publiable, tout y est d'une grande qualité ». On ne saurait mieux dire, cet essai ou essai d'essai est central dans la pensée et dans l'œuvre de Ségalen. Il y a travaillé, etc., mais ça fait partie de ce volume, cet essai. Il est composé de papiers aux origines variées, le manuscrit contient des textes rédigés, des notes, etc. Il conserve la trace de plusieurs campagnes de relecture. Bref, c'est un manuscrit, non, c'est un chantier. Et pourtant, l'édition de la Pléiade publie un texte très inachevé. Et normalement, on renonce à ce genre d'exercice. Et ici, non, c'est fait à partir de plusieurs œuvres, et notamment à partir d'un recueil qui s'appelle Imaginaire, et dont l'inachèvement est, dit l'éditeur du volume, est double ou triple. Inachèvement du recueil, puisque Ségalen a hésité sur la composition, inachèvement des composantes du recueil, et inachèvement peut-être du projet, ce qui est d'abord conçu par Ségalen comme un recueil de contes, puis de nouvelles, finit par abandonner toute identité générique. Et donc, on peut voir donc, à la fois à quel point on va très loin dans l'exercice de publication d'un auteur dont on veut élargir en quelque sorte, par un effet de halo, la réputation à une quantité d'œuvres qui font partie de ses chantiers, et en même temps, quelles sont les apories éditoriales d'un exercice pareil, puisqu'il faut prendre des décisions que l'auteur n'a jamais prises lui-même, ou qu'il a voulu renoncer à prendre parce qu'il était incapable de les prendre pour les raisons qui ont conduit à l'inachèvement. Voilà, j'ai terminé mon parcours complet pour cette séance, et je vous remercie de votre attention, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une étude complète d'un cas qui m'importe beaucoup, celui de Pierre Boulez. Merci.